Voilà, merci beaucoup, Madame la Ministre, d'avoir répondu à notre invitation. C'est un moment important pour nos étudiants qui sont en Bac 3, c'est-à-dire leur dernière année donc, du bachelier. La plupart vont intégrer le master l'année prochaine, donc pendant 2 ans donc, de formation. Et on a un dispositif qui s'appelle le warm-up, dans le cadre de cette 3e année de bachelier. En fait, c'est le tour de chauffe. Et on invite régulièrement des personnalités, des politiques, des journalistes, des experts, des chercheurs, pour justement leur permettre de prendre la parole. Et l'une des conditions, c'est évidemment, avant de prendre la parole, de faire des recherches, ce qu'on appelle l'état de la question. Donc, du coup, vous allez avoir un certain nombre d'interlocuteurs qui ont fait quelques recherches très précises par rapport à des thématiques liées évidemment à votre champ, à votre champ donc, de travail en tant que ministre, mais aussi parfois, puisque ce sont des jeunes, des étudiants qui représentent quelque part la jeunesse belge, pas forcément belge, il y a parmi nous des Français, et donc de ce point de vue-là, vous aurez donc à répondre, si vous voulez bien, à leurs interrogations. Le propos se veut décontracté, mais très sérieux. Nous sommes quand même dans un amphithéâtre, nous sommes avec une politique, nous sommes avec des futurs journalistes, et donc tout ça est très sérieux, mais le sérieux n'interdit absolument pas, évidemment, l'ironie du moment que tout ça se fait d'une manière équilibrée. Nous allons aborder avec vous, si vous le voulez bien, un certain nombre de sujets liés donc à la pandémie, évidemment, puisqu'il est difficile aujourd'hui de faire autrement sur ces questions, mais nous aurons l'occasion, je l'espère, de vous retrouver dans les semaines, dans les mois à venir, lorsque nous sortirons tous et toutes de ce tunnel, pour peut-être aborder des questions peut-être liées davantage à l'avenir et notamment aux enjeux et aux ambitions que nous devons développer tous ensemble autour donc, de l'avenir de cette génération. Tout au long donc, de cette heure qui va nous réunir, un certain nombre d'étudiants vont prendre la parole pour vous poser des questions. On va tout de suite commencer par le premier groupe. Alors je ne rappelle pas, vous êtes ministre de l'Enseignement supérieur. Est-ce que vous voulez que je donne toutes ces... C'est long, hein. C'est bon. C'est très très long, hein. Ça va aller. Ça va, vous avez le temps de bien. vous occuper vous avez le temps d'avoir une vie privée, en fait. Oui, c'est vrai. C'est possible. Il faudrait parler dans le micro. Oui, alors pour la vie privée, c'est plus compliqué, ça c'est vrai. Je vais reconnaître que je ne sais pas très bien si mes frères, mon père se souviennent encore de mon prénom. J'espère que oui. Ah ben, vous avez été aussi journaliste. Oui. J'ai vu ça dans votre bio, vous avez fait de la radio. Oui. Donc vous allez parler beaucoup dans un micro. Ah ben oui. Ouais. Sauf que là, comme on est très nombreux, on a beaucoup de questions. Donc on va essayer de trouver le bon équilibre entre les nombreuses questions de nos étudiants, évidemment vos réponses qui doivent être des réponses évidemment argumentées, prenez le temps qu'il vous faut, mais ayant ce souci que nous n'avons finalement que 50 minutes ensemble, et donc pour respecter votre agenda, donc on va essayer de commencer. Donc je vais me taire, hein, comme ça on gagnera du temps du coup en même temps. Et on va commencer par le premier groupe. Ah oui, je dois donner le micro. Alors, ma question concerne le fait d'enseigner au temps du Covid. Donc, on le sait, la transition entre le présentiel et le distanciel, elle s'est vraiment faite du jour au lendemain. La plupart des professeurs n'étaient peut-être pas formés aux outils numériques et ont dû apprendre sur le tas. Or, au-delà des aspects techniques, le fait de donner un cours qualitatif en ligne est vraiment déjà un défi en soi. Et du coup, on se demandait si votre cabinet avait prévu de créer des formations complémentaires pour les personnes qui exercent déjà, enfin qui sont déjà enseignantes. Et aussi, on l'a lu, il y a une réforme qui est prévue pour les enseignants qui ferait augmenter le temps d'études de 3 à 4 ans pour inclure plus de stages notamment. Est-ce que vous comptez inclure aussi une formation aux outils numériques avec cette réforme-là ou pas ? Merci beaucoup. D'abord, bonjour à tous. Je suis vraiment ravie d'être parmi vous et particulièrement heureuse de voir des étudiants en présentiel, même si c'est toujours un choc de voir qu'il y a 1,50 m entre vous. Hein, ce n'est pas naturel, mais c'est quand même un plaisir de vous voir et en particulier des étudiants en journalisme parce que je pense que c'est en effet la communication est centrale et on le voit avec cette crise sanitaire, l'importance de bien communiquer sur toutes les mesures sanitaires. Et donc, vous aurez un rôle déterminant, je pense, hein, en post-Covid. Alors oui, le basculement vers le distanciel, il a été brutal. Ce n'était pas un choix idéologique, évidemment. Personne
n'aime priver des étudiants de contact, et certainement pas moi. C'est un crève-cœur d'être ministre de l'enseignement supérieur et de souhaiter évidemment donner plus de formation, plus de contact, plus d'enrichissement aux étudiants, et quelques mois après une entrée en fonction, devoir simplement mettre des étudiants en distanciel, ça a été un choc. Et c'est vrai, il y a des retours variés, et certains professeurs, et la plupart je pense, ont fait des efforts incroyables pour arriver à rester connectés avec leurs étudiants. Les étudiants ont déployé des efforts incroyables pour rester connectés sur leurs apprentissages, mais on peut mieux faire, et c'est une évidence. Et donc c'est la raison pour laquelle on a dégagé des moyens. Il y a 32 millions qui sont prévus, 32 millions d'euros qui sont prévus sur le plan de relance européen pour aider les établissements d'enseignement supérieur et aussi les établissements de promotion sociale, parce qu'on n'en parle pas toujours, mais la promotion sociale, il y a aussi des enjeux en termes de numérique, parce qu'on n'était pas très loin au niveau de l'enseignement de promotion sociale en termes de préparation à l'enseignement à distance. Et donc ces moyens doivent permettre d'acquérir du matériel, mais aussi de permettre aux professeurs d'être plus créatifs, donc d'apprendre à comment rendre leurs cours plus interactifs. On sait que c'est ça l'enjeu, là, c'est de garder une relation, de garder la relation pédagogique à distance, par exemple en pouvant poser des questions dans le cours. Et il y a toutes des techniques qui sont des techniques de pointe qu'il s'agit de mettre à disposition de tous les professeurs. Et puis du côté des étudiants, le vrai enjeu, c'est augmenter la participation. C'est vrai que moi j'ai eu l'occasion d'interagir avec des étudiants à distance, et c'est extrêmement frustrant, c'est un mur, hein, donc les étudiants ne tournent pas tous leur caméra, et donc c'est extrêmement frustrant parce qu'on n'a pas cette richesse de deux personnes en présence. Je pense que la relation pédagogique, c'est celle-là. Vous avez pointé la réforme de la formation initiale des enseignants. Je vous en remercie parce que ça montre à quel point vous êtes bien préparés aussi avec votre question. Donc je salue la qualité de votre question, hein. Je suis sûre que c'est un des indices de la qualité de la formation que vous avez reçue. En effet, on va passer de 3 à 4 ans. Et la 4e année, c'est une réforme qui devrait aboutir dans les tout prochains jours. Donc, je suis vraiment contente que vous posiez cette question. Elle est tout à fait timely, comme on dit en anglais. Donc, c'est tout à fait pertinent d'imaginer que dans cette 4e année, en effet, il y a une formation à l'enseignement à distance. Parce que je pense que c'est aussi une véritable opportunité, cette crise, hein, de permettre à un enseignant de pouvoir enseigner en étant peut-être en train de faire sa recherche dans un autre pays, et quand même d'être dans un degré d'interaction suffisamment élevé que pour assurer une formation de qualité à ses étudiants. Donc oui, je pense que cette réforme de la formation initiale des enseignants, c'est un véritable momentum pour plaider aussi pour un meilleur apprentissage à la façon d'enseigner à distance. Je pense aussi qu'il y a un autre enjeu qui est celle de la réussite de l'entrée dans le métier, parce qu'on sait que beaucoup de professeurs, quand ils commencent à enseigner, quittent le métier très rapidement, probablement parce qu'on n'a pas assez travaillé sur l'entrée dans le métier. Ce n'est pas la même chose d'apprendre de façon théorique son métier et puis d'être mis en situation. Et c'est vrai qu'il y a la volonté de créer un statut d'étudiant-professeur pour la 4e année, avec la possibilité pour l'étudiant d'être beaucoup plus dans sa classe. Alors, et vous, je vais rebondir, pardon. Vous parliez des budgets. Et en fait, en octobre, je pense qu'il y a une pétition qui a été signée par 2200 personnes pour avoir un vrai refinancement à l'université. Donc, je pense qu'il y a 50 millions d'euros qui sont prévus à l'horizon 2024. Et en fait, les universités les chercheurs, des recteurs avaient plaidé pour 150 millions d'euros de refinancement. Dans cette pétition, notamment, ils soulignent le fait qu'ils se sentent vraiment délaissés, qu'ils sont en détresse, autant les étudiants que les chercheurs que les professeurs. On n'a pas vraiment vu de réaction de votre part par rapport à cette pétition. On sait qu'elle vous a été transmise, mais donc j'aimerais vous faire réagir aujourd'hui par rapport à celle-ci. Merci beaucoup. Ma réponse était le conclave l'année dernière, hein. Donc on a dégagé pour 2021 20 millions. Donc ces 20 millions-là, ils vont servir 12 millions pour les établissements d'enseignement supérieur et 8 millions pour de la recherche, hein, parce qu'on sait que là aussi, il faut refinancer la recherche. L'objectif, c'est évidemment de poursuivre notre but final, qui est 50 millions de refinancement structurel d'ici 2024. Donc 50 millions chaque année, hein, c'est ça l'objectif.
en parallèle, il n'y a pas que ça, il y a aussi, dans cette crise sanitaire inédite, des moyens qui ont été débloqués sur le plan d'urgence, donc un plan de refinancement européen. C'est de l'argent européen que nous avons réussi à capter pour la Fédération Wallonie-Bruxelles et pour notre enseignement supérieur. Et donc, il y a des montants significatifs qui sont prévus. J'ai parlé de 32 millions pour l'aide à la transition numérique. Il y a 50 millions qui sont prévus pour les bâtiments dans les universités. Il y a 230 millions qui sont prévus pour les bâtiments dans l'enseignement obligatoire, dans les écoles supérieures des arts, dans les hautes écoles comme ici, dans les établissements de promotion sociale. Donc, il y a des moyens supplémentaires que nous avons été captés au niveau européen. Il y a également des moyens pour la recherche. C'est pas exactement ce dont on parle ici. Donc, je pense que il y a cette promesse initiale de ce gouvernement de refinancer l'enseignement supérieur à hauteur de 50 millions d'ici 2024. Vous avez raison de signaler que les établissements souhaitaient plus. C'est vrai, la situation budgétaire n'est pas idéale de la Fédération Wallonie-Bruxelles et donc c'est la raison pour laquelle on a essayé de capter des montants significatifs et je pense qu'on y est arrivé puisque on a capté une enveloppe de 495 millions pour la Fédération Wallonie-Bruxelles, pour toutes les matières de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Bien sûr, il y a l'enseignement, il y a la culture, il y a la jeunesse, il y a le sport. Et pour l'enseignement supérieur, là, on a obtenu les enveloppes que je viens de signaler. Et donc, évidemment, je suis convaincue, comme vous, qu'il faut aller dans cette direction parce que je crois que en Fédération Wallonie-Bruxelles, on n'a pas de charbon, bien sûr, on n'a pas de, c'est pas la Silicon Valley. Donc, je pense que la seule matière première qu'on a, c'est la matière grise de nos étudiants. Donc, c'est vos cerveaux, hein. C'est là qu'il faut investir. Ok, merci. Merci beaucoup. On vient de parler des professeurs, finalement, des acteurs. Parmi les acteurs de l'enseignement, évidemment, il y a les étudiants. Et il y a aussi donc la question de la situation d'étudier pendant cette pandémie. Et c'est l'objet donc de la prochaine question. Je ne sais pas où est le micro. Alors moi, je voudrais rester dans la continuité de la première question sur le principe des cours en distanciel. C'est une pratique qui se normalise depuis le début de la pandémie et qui finalement brise un peu tout ce dont les jeunes ont besoin pour se motiver, pour avancer dans leurs études. Je pense notamment aux relations sociales, aux rencontres qui sont altérées, aux possibilités aussi d'interaction directe dans les cours, ou au fait que la vie d'un étudiant aujourd'hui se résume à errer entre son salon et son écran d'ordinateur, pour ceux qui ont la chance d'avoir un salon. Donc j'appuie pas ces faits uniquement sur mon ressenti, mais aussi sur une étude, une enquête qui a été publiée par l'UCL, l'ULB et l'ULiège, que vous avez vous-même impulsée, et qui notamment constate sur 25 000 étudiants interrogés que plus de la moitié ont des symptômes d'anxiété, de dépression, se sentent isolés, ont des troubles du sommeil, de l'appétit, perdent de la motivation, l'espoir en leur avenir. Donc, Madame la Ministre, si cette pratique du distanciel empêche le virus de vivre, elle empêche aussi nos ambitions de survivre dans ce contexte. Et j'aimerais vous poser la question de la pertinence et de la pérennité, justement, de ce système de cours en distanciel. Est-ce que d'autres alternatives, notamment sur le long terme, ne seraient pas envisageables? Merci beaucoup. Encore une excellente question. L'enquête Psychologie et Corona, vous avez raison, hein, c'est une étude qu'on avait commandée parce qu'on avait bien entendu qu'il y avait énormément de détresse et on souhaitait l'objectiver parce qu'on n'avait pas de données jusqu'ici sur la santé mentale des étudiants. On avait des données sur les plus jeunes, on avait la task force pédiatrique qui nous informait et finalement sur la tranche des 18-25, on avait très peu de données et c'est vrai que c'est une tranche, et vous le savez mieux que moi, qui n'a pas eu beaucoup d'activités en dehors du campus non plus. Il y avait plus d'activités sportives, il y avait plus d'activités théâtrales, il y avait etc. Et donc c'était dodo, ordinateur, dodo. Et donc on a entendu ça évidemment, hein, on avait bien conscience qu'il y avait un problème tout à fait particulier, notamment de sentiments de décrochage et puis de simplement d'angoisse. Et donc en effet, comme vous l'avez dit, il y a un tiers des étudiants qui éprouvent un sentiment de décrochage et il y a un problème parfois qui est très aigu pour certains étudiants. Alors évidemment que l'enseignement à distance, c'est très difficile à vivre, en particulier pour des jeunes de 18 à 25 ans ou 18 à 30 ans. C'est plus facile, je pense, pour moi, qui ai 47 ans, de vivre la situation sanitaire, de respecter les mesures, parce que j'ai eu un temps que vous n'avez pas encore pu avoir. Et donc, je suis convaincue que le virus, en effet, il nous a volé des choses qu'on ne récupérera pas, et notamment les interactions, les contacts. Ce qui fait une année académique dans le supérieur, c'est pas juste la réussite, on le sait bien, c'est l'effet de cohorte, c'est les copains qu'on se fait et qui nous suivent toute notre vie. Et donc ça, j'ai bien conscience que ça, le virus nous a volé ça. Et il faut simplement
reconnaître ça, que l'enseignement à distance ne comblera évidemment pas ça, et le présentiel que vous avez aujourd'hui ne le comblera pas non plus. Il faut être réaliste par rapport à cela. Ce qu'on a souhaité faire, c'était en toute humilité tirer les leçons de ce qui s'est passé. Le premier confinement nous a pris tous par surprise et on a basculé de façon très brutale, il faut le dire, vers l'enseignement à distance. Dieu merci, on a eu affaire à un corps professoral qui s'est adapté, mais c'était un confinement très difficile à vivre parce qu'il était total. La deuxième vague, nous avons été vers un confinement partiel, certains secteurs, d'autres pas. Et donc on a espéré jusqu'au bout pouvoir donner un maximum de présentiel aux étudiants. Notre ligne de conduite, elle est claire. À chaque fois qu'on pouvait donner du présentiel, on l'a fait. Et donc c'est pour ça qu'on avait fait une rentrée, vous vous en souvenez, en code jaune. Donc c'était vraiment le signe de notre volonté de donner un maximum de présentiel. Je suis convaincue, comme vous, que le présentiel, c'est capital. On sait que les jeunes ont besoin d'interaction comme de pain et que dès qu'on remet du présentiel dans la société, la détresse psychologique tend à diminuer. Ça, c'est une évidence. Donc on a évidemment été très déçus par la deuxième vague parce que ça nous a bloqués dans notre élan de donner davantage de présentiel. Pour la troisième vague, je pense qu'on a tiré quand même quelques leçons de la crise, même si ça, on peut toujours mieux faire. Je ne vais pas vous dire que je suis ravie de la façon dont ça se passe. Je préférais que cet auditoire, il soit plein. Simplement, ce qu'on essaie de faire maintenant, c'est on travaille à une gestion de crise différente. On est en train de mettre sur pied un projet pilote pour tester le mode de propagation du virus dans une salle comme celle-ci, dans un auditoire. Et puis on travaille aussi sur du testing, donc ça devrait être lancé dans les toutes prochaines semaines, en collaboration avec l'université de Liège et aussi d'autres universités pour qu'elles puissent élargir leur capacité de testing aux étudiants. On espère bien, et vous le savez, la vaccination progresse, et notamment la vaccination des plus vulnérables, parce que notre critère à tous ici, c'est de protéger les personnes les plus vulnérables, les personnes de 65 ans et plus, les personnes avec des comorbidités, et puis de pouvoir donner plus d'oxygène. Et donc, ça a été rappelé encore par ma collègue, la ministre de la Santé en région wallonne, Christy Montréal, hier. On espère que ça se compte en semaines maintenant. Et donc, l'objectif, c'est de vacciner le plus rapidement possible les personnes les plus vulnérables pour ensuite pouvoir donner davantage d'oxygène. Et puis, on espère bien sûr avoir une rentrée en 100% présentiel. Moi, j'y crois parce que je crois que la vaccination progresse et par ailleurs, on a d'autres outils qu'on n'avait pas au début de la crise. Bien sûr, le vaccin, je l'ai dit, mais aussi les tests, la capacité de reproduire beaucoup de tests et de pouvoir les diffuser. Donc, j'ai bon espoir qu'avec le soutien de nos universités, on pourra élargir ce qu'ils font déjà, de testing salivaire, notamment à Liège, à l'ULB, à l'UC Louvain, qu'on puisse élargir ce système de testing aux hautes écoles, comme la vôtre, aux établissements de promotion sociale. C'est un défi logistique énorme, parce qu'on a 19 hautes écoles, mais 152 de mémoire établissements de promotion sociale. Et puis également les projets pilotes qu'on est en train de mettre sur pied pour comprendre comment le virus se propage, et donc vérifier que, par exemple, ce qu'on a mis sur pied ici avec 1,50 m, on se rend bien compte que 1,50 m, c'est une place sur 5 à peu près, et donc c'est assez frustrant. Donc, est-ce qu'on peut passer à moins? Est-ce qu'on peut passer à 1 mètre, par exemple? Parce que 1 mètre, ça change tout. 1 mètre, c'est 50% de présentiel. Et donc, c'est sur ça qu'on travaille. J'espère qu'on ne devra pas utiliser ces outils, parce que j'espère que la vaccination va nous permettre d'avoir une rentrée 100% présentielle. Mais dans les prochaines semaines et les prochains mois, on travaille sur ces deux outils qui sont les projets pilotes et le testing. Valérie Glatini, lorsque vous dites « on travaille », est-ce que cette catégorie des 18-25 ans fait partie des acteurs que vous consultez? Parce que, à la limite, lorsqu'on va commencer à mettre un certain nombre de choses en place, de ce qu'on appelle le monde d'après, l'après-Covid, il faudra quand même s'interroger sur la place aujourd'hui des 16-25 ans, en l'occurrence des étudiants, qui ne sont plus des enfants, qui ne sont pas tout à fait considérés comme des adultes, qui sont dans une espèce de situation hybride, très infantilisante, très dépendant finalement du monde politique. Est-ce que dans votre gouvernement, dans votre réflexion politique, il est prévu une place peut-être plus importante et au fond, si on souhaite que toutes les catégories adhèrent à un certain nombre de politiques publiques, il faudrait peut-être aussi les associer dès la genèse, dès la mise en place finalement de la réflexion et peut-être de l'audace que pourrait apporter cette catégorie-là. Oui, je suis convaincue de ça. C'est la raison pour laquelle chaque fois
qu'on doit prendre une décision par rapport à la crise, on fait une réunion avant et après, avec bien sûr les établissements, mais aussi les représentants étudiants. C'est une obligation décrétale, mais évidemment, ça dépend de la façon dont on va vouloir la moduler, cette obligation. Et donc, systématiquement, quand nous prenons une décision, en amont, il y a une consultation de la FEF, qui est l'organe de représentation étudiante, donc la Fédération des étudiants francophones, auquel on associe en général des conseils étudiants, parce qu'on sait qu'il y a, c'est intéressant d'aller chercher les conseils étudiants qui sont dans tous les établissements. Et donc, tout à l'heure, à 13h, on a une réunion pour présenter les résultats d'une enquête, d'une analyse que j'ai demandé à l'ARES. L'ARES, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, donc c'est l'organe qui réunit, qui rassemble pour effectuer une coordination tous les établissements d'enseignement supérieur. Et donc à 13h, je rencontre les représentants de l'ARES et les étudiants qui sont réunis pour me faire part des propositions de soutien par rapport aux étudiants précarisés. Et donc, ils vont me faire des propositions, c'est à 13h, et donc, évidemment, il y aura une communication après. L'objectif, c'est de prendre toutes les décisions en concertation avec les étudiants. C'est à la fois quelque chose qui est une obligation décrétale et que je souhaite moi aussi faire. On se rend bien compte ici qu'on ne peut pas décider de mesures qui sont très impactantes pour les étudiants sans eux, c'est une évidence. Et puis on est en train de lancer un deuxième processus, outre ce processus qui est routinier, tous les 10 jours, 12 jours, on se voit avec Shems Mabrouk pour la FEF, avec les conseils étudiants et tout à l'heure encore. Et puis il y a ce qu'on va lancer prochainement, à savoir les assises de la jeunesse. Alors, est-ce que ça s'appellera à la fin les assises de la jeunesse? Je ne sais pas. L'objectif, c'est de lancer une grande conférence interministérielle jeunesse qu'on est en train de concerter avec les secteurs eux-mêmes, parce qu'il faut concerter ça, bien sûr, avec les mouvements de jeunesse, les maisons des jeunes, les fédérations étudiantes, etc. L'IEX. Tout à fait, voilà. Et pour pouvoir mettre sur pied un concept qui rencontre l'agrément de tout le monde. Donc, on s'oriente pour le moment vers une journée à la fin du mois de juin. L'idée, c'est de faire après les examens, mais un petit peu avant les vacances, pour avoir quand même une mobilisation importante des étudiants. Donc, on vise d'autres catégories de jeunes que les étudiants, mais aussi les étudiants, bien sûr. Et puis, l'objectif, c'est d'aller sous une forme qui pourrait être celle d'une caravane, par exemple, aller à la rencontre de tous les jeunes en Fédération Wallonie-Bruxelles, qui soient dans les grandes villes ou dans les campagnes, et puis recueillir la parole des jeunes et la transformer en recommandations politiques qu'on pourrait présenter à toute une série de ministres, pas juste moi, parce que voilà, moi j'ai l'enseignement supérieur, mais c'est intéressant que peut-être ma collègue qui a l'enseignement obligatoire, mes collègues qui travaillent sur l'intégration sociale, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de problèmes liés à la précarité des jeunes, pas seulement des étudiants, qu'on puisse tous recueillir la parole des jeunes et travailler à sa transformation en recommandations politiques, tout en sachant que notre objectif est d'aboutir à l'automne. On sait que traditionnellement c'est un moment de conclave budgétaire pour qu'on puisse voir comment soutenir certaines recommandations qui seraient portées par les jeunes. Alors, on va accélérer, puisqu'il est déjà, je crois, 10h38. On va justement parler de l'information, de la désinformation. Pendant cette pandémie, on a vu quelque chose qui s'est accéléré. C'est ce qu'on appelle les fake news, les fausses nouvelles, les bobards, comme on dit dans la rue en règle générale. Mais en tous les cas, on s'est bien rendu compte que l'information est devenue un levier très important. Il a toujours été important, évidemment, pour nos démocraties, mais encore plus lorsque quiconque aujourd'hui peut diffuser une information, quiconque peut évidemment, grâce à nos bidules technologiques que nous avons tous au fond de nos poches, pouvoir produire, informer et donc transmettre des informations qui ne sont pas toujours vérifiées et vérifiables. Et donc, de ce point de vue-là, les opinions et les vérités parfois se confondent, alors que ce sont deux concepts complètement différents. Le groupe qui s'est intéressé à la question de l'information, de la désinformation. Merci. Bonjour Madame la Ministre. Alors ma question est la suivante. Comment le gouvernement agit-il contre la propagation de fausses informations type fake news, complotistes et autres concernant la pandémie? Et est-ce que ces mesures-là, s'il y en a, est-ce qu'elles sont suffisantes? Merci beaucoup. Je me sens un petit peu gênée de parler d'informations devant des professionnels. Vous êtes certainement... Vous avez été journaliste, je l'ai rappelé tout à l'heure. Voilà. C'est simplement un acte d'humilité que je dois faire ici, parce que probablement que vous êtes déjà mieux outillés que nous pour lutter contre les fake news. Mais je pense que ou la désinformation. C'est vrai qu'on a vu qu'avec cette crise sanitaire, il y avait énormément
de rumeurs, énormément de choses fausses qui ont circulé. Et je pense que la chose qui a cristallisé le plus, c'est toutes ces rumeurs autour de la vaccination. Aussi cette histoire de complot, ce virus qui existerait finalement parce qu'il y a un vaccin, sous-entendu, ce sont des entreprises pharmaceutiques qui ont créé le vaccin pour après pouvoir vendre celui-ci. Donc c'est vrai que c'est très interpellant et ça questionne sur la place que la science a dans notre société par rapport aux mythes, et la place que le rôle important que vous allez avoir, vous, futurs professionnels, par rapport à ça, pour essayer de, quelque part, avoir une information qui touche les gens, donc qui soit suffisamment, j'aime pas le mot vulgarisé, mais qui soit suffisamment pédagogique pour vraiment toucher les gens, qu'il ne soit pas du verbiage scientifique. Donc c'est un vrai enjeu. Alors nous, ce qu'on fait modestement, évidemment, en Fédération Wallonie-Bruxelles, on n'est pas directement en charge de la vaccination, mais moi je suis en conférence interministérielle santé, puisque j'ai une compétence via les hôpitaux universitaires. Et donc c'est essayer le plus possible de rendre nos processus transparents. Comment se prennent les décisions, expliquer que oui, on doit parfois changer d'avis parce que les scientifiques eux-mêmes changent d'avis, et ça c'est extrêmement compliqué. Je prends l'exemple récent de l'AstraZeneca. Vous avez dû suivre ce qui s'est passé samedi matin encore, puisque nous avions une conférence interministérielle santé. C'est très compliqué d'expliquer aux gens que oui, l'AstraZeneca, au départ, on l'a appliqué aux personnes de moins de 56 ans, parce que nous avions peur des effets secondaires. Ensuite, il s'est avéré que les effets secondaires, donc c'était vraiment une question qui touchait plutôt les plus jeunes, les personnes de moins de 56 ans. Nous avons dû changer la recommandation. Donc on est passé d'une recommandation à moins de 56 ans à une recommandation de plus de 56 ans. C'est ajouté à ça le fait que la vaccination progressant bien, il y a également maintenant la volonté d'abaisser l'âge de l'AstraZeneca pour pouvoir l'utiliser plus largement. Et donc, il y a une nouvelle indication qui vient d'être fournie. Et c'est très compliqué pour les gens de garder leur confiance dans le vaccin. Et pourtant, moi, je garde la mienne dans ce vaccin. Et donc, si à un moment donné, je peux me faire vacciner, je suis pas encore dans la catégorie qui peut se faire vacciner, je le ferai. Et je le ferai si nécessaire, ça dépendra un peu de ce qu'on me proposera, et moi je ne suis pas en faveur d'un shopping vaccinal, je le ferai avec de l'AstraZeneca si on me propose de l'AstraZeneca. Pourquoi ? Parce que il y a les chiffres qui disent qu'il y a dans la tranche des 40-49 ans 2 femmes sur 100 000 dans la tranche d'âge qui est la mienne, entre 40 et 49 ans, qui pourraient éventuellement être affectées par un phénomène de thrombose. 2 sur 100 000. C'est très difficile de faire comprendre un pourcentage. On sait que c'est la même chose avec le 20% de présence simultanée des étudiants sur le campus. Des étudiants traduisent ça en « Ah, mais moi, j'ai que 10% de cours », où on leur dit « Oui, c'est 20% de présence simultanée sur le campus ». Un autre a 70% de cours en présentiel. La difficulté d'appréhender des chiffres et donc la difficulté aussi de communiquer autour de ces chiffres, je pense que ça, c'est vraiment ce qu'on a retenu. Et c'est sûr que cette difficulté d'appréhender des chiffres dans toute leur brutalité et le fait que parfois on ne sait pas contextualiser ces chiffres nourrit, je pense, ces fake news, cette volonté de trouver une explication ailleurs que dans le registre scientifique. Donc je pense que là, vous êtes des experts de la com, mais moi, personnellement, je me suis dit que le jour où j'avais accès à un vaccin, je me ferais vacciner avec une photo sur les réseaux sociaux, parce que je pense qu'une image est plus parlante qu'un discours et que on a peut-être un rôle d'exemple en la matière. Et donc, je pense que ça, c'est peut-être une façon de mieux communiquer et de lutter contre la désinformation, en l'occurrence ici par rapport à la vaccination. La difficulté, Madame la Ministre, et je me permets d'ouvrir juste une petite parenthèse pour les journalistes que je représente finalement ce matin, c'est que on nous a appris et nous apprenons à nos étudiants justement de remettre les choses en doute, de remettre les positions officielles politiques en doute, parce que c'est notre rôle évidemment d'interroger cela. La difficulté, c'est que pendant cette pandémie, les journalistes ont vécu une énorme pression finalement des deux côtés, à la fois du côté de l'opinion, ce qui est tout à fait légitime et normal, puisque l'opinion doit aussi remettre en cause notre travail, mais des pressions quand même assez importantes de la part des pouvoirs publics qui souhaitaient finalement vendre une ligne pour des raisons de sécurité, pour des raisons évidemment de cohésion. Et donc cette souffrance, entre guillemets, de la profession, finalement, est payée chèrement, puisque
et d'un côté et de l'autre, nous ne faisons pas finalement notre travail. En tout cas, c'est ce qu'on nous reproche. Et donc, il est aussi reproché à la profession parfois de se taire, d'aller parfois dans le sens de ce qu'on nous dicte, entre guillemets, sans être explicite, mais en tous les cas, d'avoir toujours un peu les mêmes experts. Et dès qu'on essaie de faire un peu le pas de côté, on est traité de complotiste. Alors, c'est finalement, en fait, on paye aussi parfois la fragilité du pouvoir politique qui lui-même ne sait pas finalement sur quel pied danser dans une affaire qui est quand même une affaire à la fois planétaire, mais surtout assez compliquée à gérer pour beaucoup de gouvernements. Je pense que ce que vous dites est vraiment capital. La presse est un contre-pouvoir et doit rester un contre-pouvoir. Je suis convaincue de cela. Donc, vous devez pouvoir aller interroger les experts de votre choix. Ce qui vous est demandé dans un contexte particulier où on en appelle à la responsabilité de tous, c'est bien sûr de prendre des experts qui ont une validation scientifique de leur parcours. Je pense que ça, c'est vraiment la base. C'est que, bien évidemment, les journalistes doivent aller interroger les experts de leur choix, mais dans un contexte comme celui-ci, évidemment, vérifier à chaque fois le parcours de la personne, vérifier qu'il a la formation requise, qu'il ne se prononce pas sur un domaine qui n'est pas le sien, aller questionner ses travaux précédents pour vérifier la crédibilité de sa parole. Ça, je pense que ça est important. Et donc, il faut trouver un juste milieu entre, d'une part, le fait que vous êtes tout à fait libre, et Dieu merci, et ça, c'est fondamental, d'aller interroger un maximum de personnes pour questionner l'action du gouvernement. À nous aussi de reconnaître parfois, en toute transparence, comment s'est fait un processus décisionnel, et parfois pouvoir reconnaître en toute humilité que nous n'avions que peu de connaissances au début sur le virus, parce que les experts eux-mêmes en avaient peu. Ils ont aussi quelquefois donné des indications contradictoires, et ça, il faut le savoir, il n'y a pas toujours un complot derrière tout, hein, donc ce n'est pas toujours un complot que de dire que, par exemple, à un moment donné, c'est vrai, on nous a dit que le masque n'était pas indispensable pour ensuite changer d'avis, et donc on nous a demandé de changer nous-mêmes les recommandations, et donc vous êtes masqués, moi aussi, ce matin, alors qu'au début de la crise, ce n'était pas recommandé. Et donc, aux journalistes de questionner cela, quel était le raisonnement qui a été suivi, pour pouvoir aussi mettre en lumière le fait qu'il n'y avait pas de complot. C'est simplement, on a fait avec les informations qui étaient à notre disposition à ce moment-là. Et c'est vrai que peut-être qu'il y avait quelque part un scientifique qui avait un autre avis qu'on aurait peut-être dû écouter, peut-être, en effet. Et donc les journalistes, en tant que contre-pouvoir, peuvent nous aider finalement à tirer au plus juste dans un contexte qui était quand même très incertain, où on n'avait pas de certitude scientifique. Alors, on continue, si vous voulez bien. Je ne sais pas où est le micro. Merci. Bonjour Madame Glatini. Alors moi, ma question est la suivante. Pourquoi la Belgique n'a pas pu être à la pointe de la recherche sur le vaccin, comme les États-Unis ou la Chine, et n'avons-nous pas toutes les capacités financières et éducatives pour se pencher davantage sur la course, entre guillemets, au vaccin ? Merci, encore une excellente question. C'est vrai qu'on a le sentiment qu'on n'est pas à l'avant-garde. Ceci dit, si on regarde l'ensemble des pays dans le monde, on n'est pas si mal situé au niveau de la progression de la vaccination. Évidemment, il y a des pays qui font beaucoup mieux que nous, et Israël, par exemple, les États-Unis. Je pense quand même qu'on a des scientifiques de grande qualité dans les consortiums internationaux, puisque maintenant ce sont des consortiums internationaux. Et puis je pense qu'on ne doit pas rougir. Alors je ne vais pas faire moi je suis pas là pour faire une forme de chauvinisme, mais quand même il faut reconnaître que nous avons quand même des scientifiques de talent dans les universités qui ont pu développer le testing salivaire dont je parlais, qui a permis par exemple d'aller faire des tests dans nos maisons de repos très rapidement. Nous avons également des experts qui ont pu développer des tests PCR, et donc on est reconnu pour ça. On est reconnu aussi pour la qualité de nos unités de soins intensifs. On a eu quand même une prise en charge de grande qualité dans nos unités de soins intensifs. Donc je pense qu'il n'y a pas de place ici pour de l'autocongratulation. On peut toujours faire mieux, et c'est la raison pour laquelle on est en train de travailler sur, vous savez, cette mise en réseau des universités au niveau européen pour
vraiment réussir ce passage au niveau européen et aller chercher des crédits supplémentaires de recherche au niveau européen pour pouvoir monter des projets à plusieurs universités et pour pouvoir davantage encore donner les moyens à nos chercheurs de performer. Mais je ne suis pas sûre que nous devions battre notre coulpe ou en tout cas regretter que nos scientifiques n'aient pas joué un rôle déterminant dans cette crise, parce que je pense qu'ils l'ont fait, et nos universités en particulier. Alors, tu voulais relancer? Je voulais juste demander quels ont été les blocages, en fait, et qu'est-ce qu'il fallait améliorer, finalement, même si, comme vous l'avez dit, nous avons quand même des scientifiques reconnus. Donc la question c'était qu'est-ce qui va s'améliorer? Qu'est-ce qu'on peut faire? Quels ont été les blocages? Développer un peu plus d'argent? Est-ce que vous allez tirer finalement les enseignements de cette situation? Donc comme je l'ai dit, on a des montants significatifs pour la recherche sur le plan de relance européen, une 30aine de millions. Donc l'objectif c'est vraiment de permettre de soutenir toute une série de projets de recherche, parce que je suis convaincue que c'est un domaine qu'il faut refinancer très largement. Et puis par ailleurs travailler sur la mise en réseau des universités dans des grands réseaux européens, parce que je crois qu'on ne pèse pas grand-chose si on reste dans des frontières qui sont des frontières de la Fédération Wallonie-Bruxelles, voire des frontières belges. Je pense qu'il faut réussir à créer des réseaux entre les universités, et déjà beaucoup de nos universités sont et nos hautes écoles, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a aussi une recherche importante en haute école et qu'il y a 1 million qui est prévu pour la recherche dans les hautes écoles. Et donc cette idée de mise en réseau est très importante. Donc chaque année, il y a des moyens qui sont prévus et ils sont régulièrement augmentés pour réussir cette mise en réseau des chercheurs pour qu'ils accèdent au marchepied européen. Parce que le virus, justement, a démontré que les frontières étaient caduques. Que Merci lui, beaucoup. justement, ne se préoccupe pas du nationalisme béat dans lequel nous baignons parfois dans certains pays. Alors, on va revenir, si vous le souhaitez bien, Madame la Ministre, sur des cas très concrets. On va revenir sur les inégalités, puisque la pandémie, évidemment, a révélé beaucoup de choses et finalement des choses qui étaient juste au coin de la rue et dont on ne se rendait pas forcément compte. Même ici, à l'IEX, on s'est rendu compte, évidemment, d'un certain nombre de difficultés de nos étudiants qui n'étaient pas forcément des difficultés apparentes dans un radar. C'est-à-dire ils étaient souvent hors du radar, et toute la difficulté, justement, lorsque on est en difficulté, c'est d'oser dire que nous sommes en difficulté, puisque tous les médecins nous le disent, il faut d'abord comprendre et accepter sa maladie pour pouvoir engager un processus de guérison. Et donc on va là évoquer la question des inégalités numériques, évidemment, qui sont aussi parfois le début des autres inégalités que nous rencontrons dans la vie de tous les jours. Bonjour déjà, dans un premier temps. On avait donc parlé de la formation des enseignants pour le distanciel. Et du coup, nous, on se posait plus la question par rapport aux étudiants qui ont déjà des difficultés financières. Est-ce qu'il y a des choses qui vont être mises en place par rapport à ça? Parce que déjà, s'il y a plusieurs étudiants dans une famille, un ordinateur par famille, c'est quand même compliqué pour suivre tous les cours, etc. Est-ce qu'il y a encore des choses qui vont être mises en place pour les étudiants à ce niveau-là? Oui, merci beaucoup pour cette question. Mais je pense qu'il y a 2 choses qui ont été évoquées précédemment. C'est d'une part savoir où chercher l'info sur les aides, et d'autre part oser faire le pas pour aller chercher de l'aide. Et donc je suis heureuse de pouvoir en parler ce matin, parce que on a en effet débloqué des montants assez significatifs, un plan de soutien pour les étudiants. Et c'est vrai qu'on m'en parle très souvent, et donc je me rends compte que oui, il y a probablement un déficit d'information, en toute honnêteté. Et donc il faut rappeler à chaque fois qu'on peut que oui, un étudiant qui a des difficultés financières particulières cette année, nous souhaitons pas qu'il reste au bord du chemin. Il peut se tourner vers son établissement, et il y a des moyens qui sont mis à sa disposition. Ça se passe via les subsides sociaux qui sont mis à disposition des établissements. Et donc les établissements, et je sais qu'il y en a ici aussi, les établissements ont des services sociaux qui peuvent aider les étudiants dans des choses très concrètes et vraiment sur mesure. Je ne vous parle pas de prêt-à-porter ici, mais vraiment de sur mesure. Si un étudiant a un problème pour payer le loyer de son COS, un étudiant a un problème pour payer un voyage, par exemple, un ticket d'avion qui est perdu, par exemple, il a dû prendre un autre ticket d'avion pour rentrer parce que sa mobilité internationale a été annulée à cause du Covid, il a dû rentrer en Belgique prématurément. Ou un étudiant
étudiant a un problème pour payer sa connexion Wi-Fi et c'est l'enseignement à distance, donc c'est capital d'avoir du matériel adéquat. Il peut se tourner vers son établissement pour recevoir une aide. Alors, chaque année, c'est 58 millions d'euros qui sont mis à disposition des établissements. Et cette année, on a fait des rajouts à hauteur de pratiquement 7 millions, 6,9 millions. Et on réfléchit encore sur une tranche supplémentaire, parce que vous savez qu'on commence le conclave ce soir. Et donc, l'objectif, c'est de faire une demande supplémentaire pour renforcer encore les subsides sociaux. Donc, si un étudiant rencontre un problème particulier, ce qu'il faut lui dire, c'est qu'il fasse la démarche de se tourner vers son établissement. Je sais que c'est pas une démarche qui est naturelle, et donc c'est quelque chose qu'il faut faire en cette année si particulière, parce que des étudiants qui n'étaient d'habitude pas concernés par un problème de précarité, on le sait, cette année, il y a beaucoup plus de précarité étudiante que les autres années, et donc il faut pouvoir se tourner vers son établissement. Pareil aussi pour des aides à la réussite. On sait bien que c'est très difficile de basculer vers l'enseignement à distance, et que les codes de l'enseignement supérieur, ça s'apprend pas derrière un ordinateur. Bon, ici, c'est pas votre première année à vous. Vous êtes évidemment un petit peu moins concernés parce que vous avez quand même pu, dans votre malchance, quand même avoir une première année où vous avez appris les codes de l'enseignement supérieur. Pour les étudiants de Bac 1, il y a 6 millions d'euros qui sont prévus, en plus des 83 millions qui sont donnés chaque année pour des aides à la réussite. Ça veut dire que on a soutenu les établissements pour qu'ils recrutent, par exemple, des étudiants assistants, donc par exemple un étudiant qui aurait perdu son job étudiant, pour qu'il puisse aller faire des activités de remédiation, expliquer à un étudiant qui aurait eu un échec en janvier, par exemple, comment affiner sa méthode de travail, comment relativiser aussi un échec. C'est pas très grave si on a un échec en janvier, si on arrive à en tirer les leçons, évidemment, et ça peut se faire avec l'aide d'un autre étudiant, parce qu'on s'est rendu compte, bien sûr, et ça ce sont les établissements qui nous l'ont dit, les professeurs, que ça marche toujours beaucoup mieux quand on fait des activités de remédiation entre étudiants, qui se passent des trucs et ficelles et qui peuvent s'aider les uns les autres. Et donc l'objectif, c'était de mettre davantage de moyens. Ça a été fait, donc plus 6 millions pour des aides à la réussite pour les Bac 1. Mais évidemment, il y a encore des montants qui sont prévus pour les autres années, mais on a renforcé ça pour les étudiants de première année, parce qu'on sait que c'était particulièrement difficile de commencer des études dans l'enseignement supérieur alors qu'on a eu une réto chamboulée. Et puis, bien sûr, on commence le conclave ce soir. Je ne vous cache rien que par rapport à ça, on va évidemment faire une demande de financement structurel pour des aides à la réussite, parce qu'on sait que c'est vraiment important lorsqu'on sort de 6e secondaire de pouvoir très vite adopter une bonne méthode de travail. Et puis on peut aussi en avoir besoin un peu plus tard dans son parcours. Pour rebondir et pour vous donner un exemple très concret, personnellement, j'ai eu la chance de garder mon job étudiant puisque je travaille dans un supermarché. Et vendredi, devant le magasin, il y avait des étudiants qui distribuaient des tracts aux clients qui rentraient dans le magasin pour leur fournir les produits de première nécessité. Donc, personnellement, voilà, je vous le dis honnêtement, ça m'a brisé le cœur. Je pense que ces étudiants-là ont déjà fait toutes les recherches pour avoir les aides dont ils ont besoin. Enfin, est-ce qu'il y a des aides qui vont vraiment être mises en place, parce que je pense qu'il y a des étudiants qui sont vraiment en galère, quoi. Oui, mais on pourrait très bien dire, la ministre de l'Enseignement supérieur distribue à tous un chèque alimentaire. Mais en fait, ce qu'on a fait, on n'est pas passé par cette formule-là. On a financé les subsides sociaux dans les établissements. Pourquoi on a fait ça? Parce que ce sont des experts du soutien. Ils savent mieux que moi comment aller chercher chaque étudiant dans sa singularité pour essayer de l'aider. Et donc, par exemple, les subsides sociaux peuvent être utilisés pour acheter une aide alimentaire. Donc c'est vraiment aller offrir à chaque étudiant la solution qui va correspondre à sa demande particulière, plutôt que de distribuer un chèque pour par exemple, aller s'alimenter. On soutient également, dans les services sociaux des établissements, des épiceries sociales. Donc, par exemple, la ZEB, qui est l'Association Solidarité étudiante Belgique, est soutenue par les pouvoirs publics et par divers établissements, donc à la fois par le gouvernement et par les établissements, pour fournir une assistance de nature alimentaire. Et donc, mon message, c'est vraiment ça, c'est
s'il y a un problème particulier, que les étudiants puissent se tourner vers leur établissement, parce que vous avez là, dans les établissements, des professionnels qui peuvent savoir comment vous apporter l'aide la plus adéquate possible et aussi la plus durable. Hein. Donc l'idée, c'est vraiment d'aider de façon structurelle les étudiants. En tout cas, la pandémie a démontré aussi à quel point c'est important de faire vivre tout le réseau, le tissu associatif, les tissus de solidarité, parce que ce sont vraiment des airbags. Hors pandémie, avant la pandémie, ce sont souvent des acteurs qui crient un peu dans le vide, puisque souvent on lorgne leur budget, on diminue les subsides. Et finalement, l'un des enseignements que l'on tirera de cette pandémie, c'est que tout ce maillage finalement associatif, tiers secteur, comme on l'appelait il y a quelques années, est important dans la relation, dans la cohésion entre les gens. Et c'est vrai que ce n'est pas forcément que de débloquer des budgets en temps de pandémie qui va résoudre la question. Évidemment, ça part à une urgence, mais l'une des conséquences finalement de la pandémie, c'est peut-être de recoudre, de reconstituer tout un réseau de solidarité qui a existé dans les années 60, 70, 80 et qui tend à s'amenuiser parce qu'à un moment donné, on s'est rendu compte que le social n'était pas forcément une priorité. Alors, je ne parle pas là de votre gouvernement, je serais mal placé pour en parler, mais c'est juste pour dire qu'au fond, nos sociétés aussi peut-être sont en train de se rendre compte qu'il n'y a pas que l'argent, il n'y a pas que la compétition, et il faut peut-être revenir aussi à une relation entre les générations, par exemple, parce qu'on n'a pas l'occasion là de parler, par exemple, des vieux, des anciens, mais là aussi, tout ça montre à quel point notre société n'est pas aussi saine qu'on l'imagine. Mais certainement qu'un point très important, c'est que le soutien aux étudiants puisse être apporté aussi par les pouvoirs publics et pas seulement par tout un réseau d'associations en cette année si particulière. Alors c'est une libérale qui parle, mais je pense qu'en cette année si particulière, il fallait vraiment pouvoir apporter une réponse des pouvoirs publics par rapport à ce phénomène de précarité étudiante. Et donc c'est ce qu'on a fait via les subsides sociaux. Je pense qu'un chiffre éclairant dans l'enquête Psychologie et Corona, c'était 62% des étudiants signalent qu'ils sont satisfaits d'avoir eu un message de solidarité de leur établissement. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas souvent mis en lumière, mais il y a en cette année particulière une relation qui est aussi particulière entre un étudiant et son établissement. Et l'établissement joue certainement un rôle qu'il ne joue pas en temps normal de maintien du lien par rapport à l'étudiant et puis aussi par rapport aux subsides sociaux de soutien tout à fait concret, tout à fait matériel. Alors on va accélérer puisqu'on arrive quasiment à la fin et on est loin en fait de toutes les questions qu'on souhaitait poser, mais comme on s'est engagé à vous libérer à 11h. Ah oui, voilà, c'est passé vite. Maintenant, si vous souhaitez rester, il n'y a aucun souci. Hein. Alors, là, je ne sais pas où est le micro. Pardon. Et donc, je reviens vers toi. Bonjour Madame la Ministre. Donc moi, je vais un peu poursuivre sur les difficultés que les étudiants peuvent éprouver. Donc ma question est la suivante. Les événements du Bois de la Cambre, mais également d'autres villes étudiantes belges, reflètent le manque de lien social ressenti par le corps estudiantin. Dans l'éventualité d'une nouvelle vague et d'un reconfinement complet, touchons du bois, quelles alternatives pourraient être apportées par l'enseignement afin d'éviter ce genre de débordement, mais aussi de favoriser une vie étudiante plus épanouissante? J'ai pas bien entendu la question, est-ce qu'il y a un petit écho? On pourrait peut-être lui demander, avec votre permission, oui. Juste peut-être descendre ton masque. On ne captera pas. Oui, donc je disais que les événements du Bois de la Cambre, mais aussi d'autres villes étudiantes belges, témoignent des difficultés que les étudiants éprouvent à ressentir du lien social. Dans l'éventualité d'une nouvelle vague ou autre, quelles alternatives pourraient être apportées par l'enseignement afin de favoriser une vie étudiante plus épanouie? Donc, comment favoriser une vie étudiante plus large, c'est ça? Oui, parce qu'en fait, éviter le genre de débordement qu'on a pu voir à la Cambre, par exemple. J'ai pas bien entendu. Alors, en fait, je vais essayer d'aller encore plus loin, en réalité. Moi, je considère, en tant qu'enseignant, finalement, que les jeunes, la jeunesse, finalement, que ce soit française ou belge, voire là, les étudiants, sont assez gentils par rapport à ce qui se passe. Ah oui. Et qui sont à la limite assez dociles pour aller encore plus loin. Je pense qu'on a vraiment usé de leur capital de patience, et que finalement, est-ce qu'on n'est pas
au bout de quelque chose, c'est-à-dire qu'il va falloir peut-être aller beaucoup plus loin que ces histoires de code et de yo-yo, comme on dit habituellement, parce qu'à un moment donné, et on l'a vu avec ce qui s'est passé donc dans ce parc, à un moment donné, la situation pourrait être hors de contrôle. Oui, c'est une très bonne question. Et merci. Excusez-moi, je n'entendais pas bien parce qu'on est un peu éloigné. Puis je crois que j'ai joué trop de batterie quand j'étais jeune. J'avais finalement un déficit auditif. Mais je crois que c'est vraiment une question très importante. C'est l'idée d'arrêter ce yo-yo, ouverture, fermeture, ouverture, fermeture. C'est ce qu'on a fait parce qu'on n'avait pas d'autres outils jusque-là. Et c'est vrai, vous avez raison. Maintenant, on en a d'autres. Hein. On a le testing, on a la vaccination qui progresse. J'espère qu'on n'aura pas à attendre trop longtemps pour sortir, et je crois que non. Mais dans tous les cas, il faut anticiper, gouverner, c'est prévoir. Et donc oui, en effet, on travaille sur le fait de ne plus devoir fermer tout un secteur, mais de pouvoir analyser les situations. Et donc on a rencontré avec mon cabinet le professeur Klumek, par exemple, et Madame Bekir, qui nous ont expliqué quelles étaient les possibilités pour sortir d'une logique de secteur et plutôt passer à une logique de situation. Donc l'idée, c'est pas on considère tout l'enseignement supérieur comme un bloc, mais on va aller regarder, tiens, dans tel auditoire, comment fonctionnent les systèmes de ventilation, comment sont disposés les locaux, est-ce qu'il y a moyen que le professeur parle à 3 mètres des étudiants, auquel cas il pourrait enlever son masque, hein. Donc c'est le cas, je ne vais pas le faire ici pour pas donner de mauvais exemples, mais en fait on pourrait le faire parce qu'il y a 3 mètres. Hein. Et donc c'est chaque fois faire une analyse de la situation, de pouvoir avoir une logique complètement différente aussi pour les salles de sport. C'est un crève-cœur de ne pas pouvoir aller pratiquer son sport quand on pratique un sport en indoor, basket, judo. Et donc l'idée, c'est de regarder les capacités de la salle et de voir si finalement il y a des grandes entrées. Ça veut dire que les personnes peuvent ne pas se croiser. On peut organiser un système de circulation. La ventilation est moderne. À partir de combien de personnes est-ce qu'on doit envisager une limitation? Donc c'est tout ce qu'on est en train de mettre sur pied pour le moment. Vous avez dû entendre parler d'une expérience culturelle hier à Bruxelles. Et donc notre objectif, c'est nous aussi d'en faire pour les auditoires. Donc on va tester 2 situations. La première, c'est un auditoire classique comme celui-là. Et la deuxième, c'est une activité étudiante. Et donc on sait à quel point c'est difficile de ne pas avoir les activités festives habituelles. Et on comprend ça. Hein, c'est une année dans le supérieur, c'est ça aussi. Hein. Et donc l'objectif, c'est de pouvoir tester comment on pourrait permettre la reprise d'activités étudiantes. Alors je ne vous dis pas que ça va être une grande fête de 1000 personnes, hein, mais l'objectif, c'est de mettre sur pied des conditions pour permettre cette reprise, parce qu'on sait que quand on fait confiance à la jeunesse, en général, elle respecte les règles. On a vu ça avec les camps de jeunes cet été, quand on avait proposé de pouvoir organiser les camps de jeunes en mai dernier avec des bulles de 50. On nous avait traités de dangereux irresponsables au début, et puis nous avions, avec mes collègues néerlandophones et germanophones, les 3 ministres de la jeunesse, nous avions une position commune. On a insisté pour qu'on puisse organiser ces camps par bulle de 50, et puis on a parlé à tout le secteur jeunesse en leur disant, on vous fait confiance les gars, mais voilà comment ça doit être organisé. Est-ce que vous pensez que vous allez y arriver? Parce que c'est quand même compliqué. Hein. Les camps, on avait une image des camps un petit peu plus folklorique que comment ça s'est passé l'année dernière. Et je dois dire qu'on a eu affaire à un secteur jeunesse extrêmement responsable. Et donc, ils ont respecté les règles, et on a eu 2 camps fermés. Mais 2 camps fermés sur... il y a plus de 100 000 jeunes qui ont participé à des camps. Et donc, on a vraiment eu un bon résultat. Et l'objectif, c'est vraiment de remettre sur pied nos protocoles qui, je pense... ont bien fonctionné, mais qui doivent être adaptés à une nouvelle réalité. La nouvelle réalité, c'est d'une part les variants, hein, il faut appeler un chat, et d'autre part des nouveaux outils comme la vaccination qui progresse. Hein, donc il faut et des nouvelles connaissances aussi en termes de ventilation. Et donc avec ces nouveaux éléments-là, l'idée c'est de réactualiser nos protocoles avec des mises en situation plutôt que des fermetures secteur par secteur. Alors, on va devoir conclure, hélas, hein, puisque l'engagement était de vous libérer à 11h. On va sauter les 2 questions, la question 8 et la question 9. Et je vais donner la parole, si vous le permettez, à la question 10, la dernière, sur les perspectives académiques 2021-2022. Le micro est là. Comme ça, on vous laissera conclure. Bonjour, Madame la Ministre. Tu peux enlever ton... Ok.
Notre question, c'était au niveau de la rentrée, du coup, de septembre 2021. On se demandait si la situation n'évoluait pas de manière positive d'ici là, si on devait être reconfiné ou repasser en code orange. Quelles solutions et propositions vous pourriez apporter aux étudiantes et aux étudiants dans le besoin? Par exemple, des propositions financières, des solutions psychologiques peut-être? Oui, donc la question d'abord de comment on va rentrer et puis ensuite le soutien psychologique, hein, c'est bien ça. C'est ça. Oui. Par rapport à la rentrée, mon espoir, et je pense qu'il est réaliste, en tout cas c'est ce que nous disent les experts à ce jour, donc je suis prudente pour pas créer de faux espoirs, mais ce qu'on nous dit, c'est qu'en effet on peut tabler sur une rentrée 100% présentielle. Donc une rentrée assez classique. Il faudra voir où on en est dans la vaccination, mais comme vous savez, les objectifs qu'on s'était fixés, et notamment ceux du 8 mai, hein, donc arriver à 80% de vaccination des personnes de 65+, on est bien dans les temps. Pour juin, l'autre objectif, c'était arriver à 80% de personnes vaccinées qui ont des comorbidités, donc un transplanté hépatique, quelqu'un qui a une hypertension, des choses comme ça, à 80%. Donc, on est là aussi dans les temps. Donc, je pense qu'on peut raisonnablement tabler sur une rentrée 100% présentielle. Par rapport au soutien psychologique, c'est vrai que je vous avoue que j'ai toujours du mal à regarder des étudiants dans les yeux et leur dire de se tourner vers une consultation psychologique. Hein. J'en sais que le mieux, ce serait de vous offrir du présentiel, point à la ligne, hein, et que vous n'auriez pas besoin d'aller chercher une consultation psychologique, probablement. Évidemment, il y a toujours des situations de fragilité individuelle, mais voilà. Donc, on souhaite évidemment d'abord offrir du présentiel. En ce qui concerne les soutiens psychologiques, vous savez que c'est une compétence des ministres de la Santé régionaux et fédéraux, et il y a énormément d'initiatives qui ont été prises à leur niveau. Moi, je rappelle hein, que si un étudiant a besoin d'une consultation psychologique et qu'il n'a pas les moyens pour cela, il peut se tourner vers son établissement. Et ça fait partie des choses qu'un établissement peut décider de rembourser sur la base des subsides sociaux qui sont fournis par le gouvernement. Et juste pour revenir sur les solutions financières, on sait que beaucoup d'étudiants et d'étudiantes sont précarisés. Enfin, beaucoup, j'ai pas les chiffres exacts, mais vous savez mieux que moi. À ce niveau-là, quelles solutions sont envisageables ? Donc pour les étudiants qui sont dans une situation financière difficile, hein, on l'a évoqué, il y a des aides, donc il y a un plan de soutien aux étudiants avec les subsides sociaux et les aides à la réussite. Et puis alors, nous travaillons de façon structurelle pour lutter contre la précarité, parce que je pense que dans votre question, c'était ça, qu'est-ce qu'on fait de façon structurelle, hein, pas juste en situation de crise, parce qu'on sait que la précarité étudiante, elle ne date pas de la crise sanitaire. Hein. Et donc c'est vrai que quand je suis entrée en fonction, on a été confronté à un problème qui était celui du remboursement de bourses, hein, d'allocations d'études, qui parfois étaient indûment versées et on devait les rembourser très tardivement. On a supprimé ce critère de finançabilité pour éviter ces remboursements tardifs. On souhaite aller plus loin dans la réforme sur les allocations d'études, et donc je ne sais pas si vous avez vu, il y avait quelques articles de presse ces derniers jours là-dessus. Donc on souhaite travailler sur un meilleur fonctionnement du service des allocations d'études, parce qu'il y a parfois beaucoup de retard dans le traitement des données. Et puis aussi, on souhaite supprimer pour l'enseignement obligatoire le critère de réussite pour pouvoir avoir accès aux allocations d'études, ça c'est pour l'enseignement obligatoire, et également élargir le champ d'octroi des allocations d'études. Vous savez que pour l'instant, hein, si vous faites une demande de bourse, et il y a un étudiant sur 5 en Fédération Wallonie-Bruxelles qui est boursier, qui reçoit une allocation d'études, donc qui ne paye pas de Minerval, il y a la possibilité de regarder, de faire cette demande de bourse. On regarde la situation de l'étudiant, de sa famille 2 ans auparavant. Et donc on sait que cette année, c'est particulier, puisqu'il se peut qu'un étudiant, finalement, les parents, par exemple, sont tous les deux dans l'ORECA et l'ORECA est fermé. On doit pouvoir aller regarder la situation de l'étudiant avec un autre critère que le -2, hein, pour pouvoir ne pas rater cet étudiant qui, d'habitude, n'est pas dans des critères de fragilité financière, indiquant une fragilité financière particulière. Mais cette année, oui, il va l'être. Et donc, l'objectif, c'est d'élargir le champ d'octroi d'une allocation d'études pour toucher ces parents qui ont été impactés
impactés par la crise financière. Voilà, il y a encore d'autres choses, mais notamment, je n'ai pas parlé du fait qu'on avait neutralisé la finançabilité l'an dernier. Il y a toute une série aussi d'autres mesures qui sont en préparation. Je pense que je ne vais pas divulguer un peu ce qui va être dit tout à l'heure, puisqu'on a une réunion sur ce sujet à 13h, mais la réforme des allocations d'études, c'est quelque chose sur lequel on peut s'engager, en effet. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Donc, je note que pour la rentrée prochaine, c'est-à-dire en septembre prochain, on est sur un scénario classique d'une rentrée en présentiel pour l'enseignement supérieur. C'est en effet ce que les experts nous disent à l'heure actuelle. Je suis très prudente pour ne pas créer de faux espoirs, parce que il y a quand même des nouveaux éléments comme les variants. Alors, on n'est pas encore sûr quant au fait que le variant indien rendrait les personnes plus contagieuses, comme c'était le cas pour le variant britannique. Il semble qu'il n'y ait pas de consensus là-dessus. Mais si évidemment il n'y a pas de mauvaises surprises, oui, c'est le scénario qui est sur la table. Merci beaucoup, merci de vos réponses, merci de vos questions. On va devoir arrêter vite. J'avais prévu de faire une conclusion, mais je vais aussi la mettre de côté, comme j'ai hélas imposé aux deux groupes de sauter finalement, de faire passer leur tour. Merci à tous les étudiants, évidemment, d'avoir préparé cette rencontre. Merci Madame la Ministre d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Et je voudrais évidemment remercier Jean-François Raskin et Luc Demeyer qui étaient présents ce matin pour leur engagement à vous faire venir ici. J'espère que vous reviendrez à l'IEX dans peut-être un moment peut-être plus paisible, sur lequel on pourra peut-être prendre juste un sujet sur lequel on va pouvoir aller beaucoup plus loin, être un peu moins superficiel parfois. Mais là, on voulait un peu brosser tout un tableau. On a profité de votre présence pour essayer un peu d'aller sur tout votre champ d'activité, même s'il est très 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 long, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je voudrais aussi remercier Marc Sinave qui a préparé cette rencontre avec nous. Voilà, merci beaucoup. À très bientôt. On se retrouve normalement encore la semaine prochaine en distanciel. Et puis, de toute façon, maintenant, on est convaincu que la rentrée prochaine se fera normalement. Donc, on se verra à partir de septembre en présentiel ici. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Et bonne chance pour les examens. Voilà.